Bonsoir, bienvenue dans Sans Tabou, votre émission politique sans retenue, sans faux semblants, sans questions inutiles. Ce soir, j'accueille le seul homme politique qui a rassemblé plus de 8000 personnes dans la rue. Elles ont réclamé son retour au pouvoir contre Gaston Flosse. C'était en 2008. Il a été 3 fois aux commandes de la Polynésie française, ministre, directeur de cabinet, ex-président du SPC et fondateur du parti politique Tota Toaya. Il est le maire de Bora Bora depuis 1989 et il vient d'être élu, c'était le 17 mai dernier, président de l'Assemblée de Polynésie française. Gaston Tensang est ce soir l'invité de Sans Tabou. Gaston Tensang, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir dit oui. Vous êtes prêt ? Oui. Allez, on va s'asseoir, si vous le voulez bien, dans le fauteuil de l'interview politique pour démarrer cette émission. C'est bon, vous êtes bien installé ? Oui, vous très vous sentez bien, à l'aise. On va donc commencer, c'est parti. Je le disais, vous venez tout juste d'être élu président de l'Assemblée. Vous allez bien sûr imposer votre style. Nous allons d'abord revenir sur votre parcours politique pendant 20 minutes, depuis vos premiers pas en tant que chargé de mission de l'ex-conseiller de gouvernement Boris Lantiev. Puis ce sera l'heure du débat autour de 2 thèmes. Un que vous avez choisi, un autre que nous avons choisi. Face à vous, un allié et un opposant dont vous ignorez pour l'instant l'identité. Vous répondrez à quelques questions Facebook. Et puis ce sera l'heure de l'interview des 5 dernières minutes sur votre vie privée. Est-ce que le programme vous convient ? Parfait. Il y a une tradition dans cette émission. Avant de commencer, vous devez me dire si vous vous engagez à dire la vérité, rien que la vérité, et si vous accepterez de répondre à toutes les questions que je vous poserai sans exception. J'accepte. Très bien. Je lance le chronomètre. C'est parti. J'aimerais d'abord que vous nous expliquiez ce qui vous a amené à devenir maire de Bora Bora le 9 juillet 1989. Un titre que vous ne perdrez plus jamais puisque cela va faire 30 ans maintenant que vous êtes le Tavana de la perle du Pacifique. Vous avez été réélu depuis en mars 2014. Vous êtes celui qui a fait de cette île une marque à travers le monde, de la marque du tourisme de luxe et de la beauté des îles polynésiennes aussi, sans oublier le fameux pavillon bleu, un vrai passeport en matière d'environnement propre. Est-ce que vous dites aujourd'hui que c'est votre réussite ? C'est pas une réussite personnelle, c'est un ensemble de personnes qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Mes parents d'abord, qui m'ont donné une belle éducation, qui ont inculqué les valeurs du travail, du respect. Le collège qui m'a accueilli ici à Papeete, le collège des frères, qu'on appelait à l'époque l'Amené. Et toutes les personnes, les professeurs qui m'ont accompagné tout au long de cette vie. Et c'est un peu le retour au Fénois. Cette envie, moi, je n'étais pas destiné à devenir maire, j'étais destiné à devenir un ingénieur, comme certains. Et cet appel du Fénois, je crois, qui m'a aspiré vers l'île et qui m'a permis de faire mes premiers pas en politique par l'élection. Et puis cet appel de Gaston Flosse aussi, peut-être, on va en parler dans un instant. Avant de prendre la tête de la mairie de Bora Bora, vous avez travaillé aux côtés de Boris Lantiev, c'était il y a 36 ans, on est en 1982. Vous êtes chargé de mission dans le secteur des travaux publics et de l'équipement et vous refusez de suivre le conseiller du gouvernement Boris Lantiev en 87 dans sa dissidence. Donc lorsqu'il s'éloigne de Gaston Flosse, vous décidez, vous, de rejoindre et d'aider vigoureusement Gaston Flosse à retrouver une majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose que vous regrettez d'avoir choisi Gaston Flosse au lieu de Boris Lantiev ? Un petit détail qui manque dans les faits. En fait, j'ai suivi Boris Lantiev. Quand il a démissionné du gouvernement, j'ai démissionné avec lui. Et c'est pas Flosse qui est venu me chercher. J'ai même refusé un poste, le directeur de port autonome. Le directeur de port autonome à l'époque. Et c'est Edouard Frisch qui est venu me chercher, en fait. C'est lui qui est venu me chercher. Un mot qui m'a frappé, c'est qu'il me dit, bon, t'es parti faire des études avec les bourses du pays. Et je te demande de venir travailler au pays et non pas pour un parti. Et c'est comme ça que j'ai accepté d'être chargé de mission et directeur d'Edouard Frisch. Oui, puisque vous êtes entré ensuite au conseil politique du Tahuera, vous allez devenir le suppléant du sénateur Daniel Millot, avant de devenir donc le directeur des cabinets d'Edouard Frisch, vous venez d'en parler, qui est lui ministre de l'équipement. Puis c'est à votre tour d'être ministre de l'équipement de 86 à 87, avant d'être nommé patron du SPC. Donc votre carrière a vraiment commencé, vous en parliez, aux côtés d'Edouard Frisch finalement. Est-ce que faire vos armes ensemble dans le monde politique polynésien, ça a créé des liens, bien sûr, très forts? Non, forcément. Je pense que, d'abord, je pense qu'on a
pratiquement le même parcours éducatif. Lui, c'est un Ilien, moi aussi. On est tous les deux ingénieurs, d'ailleurs. Il a fait l'école de la ville de Paris, ingénieur de l'école de la ville de Paris, et moi, ingénieur de travaux publics d'école privée. Donc vous comprenez quand vous parlez sur n'importe quel sujet, en tout cas sur des sujets politiques. En 2001, vous êtes nommé ministre des Affaires foncières, toujours dans le gouvernement de Gaston Flosse, avec lequel tout se passe bien à ce moment-là. Tous ceux et celles qui étaient à ses côtés d'ailleurs à l'époque, on le voit sur cette image, l'ont quitté depuis. Et puis vous êtes élu le 26 décembre 2006, après qu'une motion de censure a renversé Oscar Temaru. Vous dites après votre élection que vous ne serez pas le pantin de Gaston Flosse. On vous écoute. Je suis seul responsable de mes actes et donc Gaston Flosse, bien sûr, restera le président du plus grand parti de la Polynésie dont je suis issu. Pardonnez-moi Gaston Tansong, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf à ce moment-là, au point de ne pas vous douter que Gaston Flosse va vouloir diriger le pays à travers vous? Donc je suis totalement humain, pas naïf. J'ai des sensibilités. J'ai aussi des missions à faire. Quand on est élu président de la Polynésie française, on doit afficher clairement ses objectifs, sa direction, sa façon de gérer le pays. Et effectivement, être la marionnette de quelqu'un, c'est pas... Vous ne l'auriez pas imaginé à ce moment-là? Non, pas du tout. Vous allez vite comprendre que Gaston Flosse vit très mal qu'un autre, même si c'est un allié, s'installe dans le fauteuil de président, puisqu'il va tout faire pour vous en déloger. C'est le fameux 777 et l'alliance du Tahuera et du Tavini. Pour vous renverser, Gaston Flosse devient votre ennemi. Est-ce que vous avez essayé de négocier avec lui ou vous vous êtes dit à la guerre comme à la guerre? Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire ce qu'on pense. C'est vrai, je n'ai pas démissionné, j'ai toujours essayé de réconcilier les choses et les situations et les hommes. Et ça n'a pas pu. Moi, j'ai été éjecté plutôt du parti, comme certains d'ailleurs par la suite. Et c'est m'est venue l'idée, mes partenaires politiques ne tenaient pas du tout à ce que je quitte le Tahuera. Enfin, je n'ai pas quitté le Tahuera. Moi, virer du Tahuera, c'est différent. Et j'ai eu beaucoup de mal et on est arrivé au point où il faut effectivement créer un parti. C'est ce que vous avez fait par la suite. À ce moment-là, vous avez dénoncé cette alliance entre le Tahuera et le Tavini et pourtant vous allez soutenir Oscar Temaru 2 ans plus tard. C'était en 2009 pour qu'il conserve sa majorité. Comment est-ce qu'on peut aider un indépendantiste lorsque l'on est pour la cohabitation des deux drapeaux, le drapeau polynésien et le drapeau français? C'était simple. Les Polynésiens viennent de voter en février 2008 massivement pour Tota Touaïa. Et le premier gouvernement de cette mandature, c'était déjà une alliance Flosse-Oscar. Et Flosse a été élu président, c'est le président qui a le mandat le plus court de notre histoire politique. Effectivement, je suis revenu après, au mois d'avril 2008, et j'ai été renversé plus tard par Oscar et Flosse. Vous avez vécu l'instabilité politique. Voilà, et c'est Oscar lui-même qui m'a appelé, j'étais à Istanbul, un congrès mondial de l'eau. Et il m'a appelé parce que, bon, son partenaire commençait. Mais répondre oui à un indépendantiste, ça ne vous a pas dérangé, vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait de la politique politicienne à ce moment-là? Tout à fait, à ce moment-là, j'ai plutôt répondu oui au pays. À ce que le gouvernement puisse travailler et chacun exerce ses missions, ses mandats. Effectivement, on a été élu avec une loi électorale à la proportionnelle pure. Et aucun parti ne pouvait avoir la majorité, quand bien même Tota Touaïa avait 46% au deuxième tour. Et il n'y avait pas la prime majorité, donc on était juste à 27. Et forcément, il faut une majorité composée. Voilà. Donc j'ai prêté main forte à Oscar Temaru pour qu'il puisse gouverner le pays. J'ai même prêté des ministres à cette époque. Et c'est vrai que ça m'a coûté très très cher politiquement par la suite. Vous vous rendez à l'Élysée en juillet 2007. On revient à votre histoire pour réclamer à Nicolas Sarkozy la modification de la loi électorale, responsable selon vous de l'instabilité politique. Et vous créez votre parti, vous en parliez à l'instant, le Tota Touaïa, c'est en octobre 2017. Vous emmenez avec vous des fidèles du Tahuera et vous revenez à la tête du pays en avril 2008 avec une majorité très très courte, ce que Gaston Flosse verra d'un mauvais œil, évidemment. Ce sont des moments qui ont marqué votre carrière politique, cette montée des marches solennelles face à Gaston Flosse? Ce sentiment, ce n'est pas un sentiment de victoire, c'est un sentiment de... À ce moment-là, je pensais que de toute manière, il faut continuer à travailler.
même si on est élu président, il faut travailler avec tout le monde. J'ai d'ailleurs voulu inviter les deux leaders politiques pour qu'on crée un gouvernement d'union, en choisissant des ministres parmi chaque parti politique. Ils ne sont pas venus à mon invitation. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, c'est pour bien dire que dans une période d'instabilité où la loi électorale ne permettait pas à une liste qui arrive en tête à gérer, gouverner correctement le pays. Il y a eu 13 gouvernements, justement, en Polynésie entre 2004 et 2014. Vous avez dû user de tous les stratagèmes, entre guillemets, pour reprendre les rênes du pays. On est en avril 2008, avec notamment la création du groupe des Iliens, on s'en souvient, Temana Otemo Motu, parce que 2 mois avant, on est en février 2008, Gaston Flosse vous a volé votre victoire en s'alliant avec les indépendantistes à l'Assemblée. Vous êtes le seul, je le disais tout à l'heure, à avoir autant mobilisé dans la rue. On est le 3 mars 2008, et 8500 personnes défilent pour dénoncer les méthodes de Gaston Flosse et crient votre nom avec en toile de fond le respect des urnes. 2 cortèges vont se rejoindre à Papeete sous la pluie. Voilà ce que vous aviez dit ce jour-là. Nous avons tous pleuré. Aujourd'hui, le ciel a pleuré. Ça vous fait quoi de revoir ces images qu'elles sont ensemble? Beaucoup d'émotions quand on voit cette foule qui en a volé en fait la victoire de février 2008 et installé un parti politique minoritaire au suffrage. Mais effectivement, ça a été une vexation profonde des électeurs. Je pense que la démocratie aussi a parlé ce jour-là. Vous serez renversé ensuite en 2011 par Oscar Temaru, qui donc reviendra au pouvoir avant que Gaston Flosse ne soit élu en mai 2013. Il cède sa place à Edouard Fritsch en septembre 2014. C'est plus proche de nous en raison de ses ennuis judiciaires et de son inéligibilité. La guerre entre Gaston Flosse et Edouard Fritsch démarre. Cela vous rappelle des souvenirs à ce moment-là, de mauvais souvenirs, j'imagine. Oui, et tout ce que je souhaitais, c'est que Edouard Fritsch ne flambe pas à ce moment-là, aille jusqu'au bout de sa logique. À savoir qu'effectivement, il a une légitimité par son élection à l'Assemblée, portée par le Tawara, et les voix de Atia Polynésia, nous étions, plus une voix du Tawini. Donc il y avait vraiment une forte légitimité au niveau de l'institution. Mais c'est vrai que ce n'est pas lui qui a conduit la liste du Tawara aux élections de 2013. Mais aujourd'hui, on peut dire, enfin, il a parfaitement une grande légitimité au niveau du suffrage en tant que président de la Polynésie française. On vient de le voir sur les images à l'instant. Vous avez été mis en examen dans l'affaire de la vente de l'atoll à Nuanuraro avant d'être relaxé en 2014. Vous étiez le ministre des Affaires foncières de Gaston Flosse à l'époque de cette vente polémique. On va en reparler. Et puis, vous avez aussi été condamné pour détournement de fonds publics à 1 an de prison avec sursis en mars dernier dans une autre affaire dite d'emploi fictif qui est en cassation. Vos 2 ex-ministres des Sports et de l'Agriculture ont aussi été condamnés à de la prison avec sursis. Est-ce que vous croyez à l'indépendance de la justice, Gaston Tonsong? Je continue à croire, sinon on quitterait la France, parce que c'est la fondation effectivement de la Constitution de la République française. Mais la loi aussi permet d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Il y a eu une première instance, l'appel, et je fais confiance à la cassation, parce que je considère que dans cette affaire, j'avais tous les droits de le faire. Il n'y avait pas d'emploi fictif d'ailleurs, comme certains le disent. Il y a un sureffectif et peut-être des gens qui n'étaient pas à leur place. Mais la justice vous reproche d'avoir embauché une vingtaine de personnes sans mission particulière, juste pour pouvoir garder votre majorité fragile en 2008. Vous auriez cédé au chantage de Fernand Roma-Taroa, qui exigeait donc d'être nommé ministre de l'Agriculture pour rester dans vos rangs. Et en contrepartie, vous auriez été obligé de reclasser 20 membres de l'ex-ministre Amoetini Lagarde. Parmi ces membres, il y en avait même un qui gérait une garderie à Maïna pendant ses horaires de travail. Dans tous les gouvernements qui ont été mis en place, avant moi, même après, ça a toujours été le cas. Les accords politiques, c'est de fait, parce que c'était une majorité composée de plusieurs partis. Donc il faut composer effectivement avec ses chefs de parti pour faire son gouvernement. Vous vouliez dire qu'il y a toujours des arrangements politiques?
Donc, c'est des arrangements, c'est-à-dire partager les postes des portefeuilles de ministre, parce que, bon, c'est une alliance, une majorité d'alliance. Donc, il faut composer avec sa majorité. Mais ceci étant, je n'ai pas subi de pression au niveau de Fernand Ramataro. C'est Émile Vernon donc, qui a dû céder un portefeuille, un poste de ministre, qui est celle de Lagarde, à Fernand Ramataro. Donc, j'ai cédé sur aucune ligne. C'est vrai, la condition de Lagarde, c'est que tout son personnel soit repris par Fernand Ramataro. C'est ce qui a été décidé. Il y a eu des surembauches par la suite, parce que je donne des moyens au ministre pour qu'il puisse travailler. Quand un ministre vient me voir en disant j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour que je puisse aller partout, envoyer des missionnaires sur le terrain, j'accepte. Mais ces méthodes-là ne vous choquent pas? Non, ça ne me choque pas du tout. Et en plus, j'ai respecté strictement le texte, c'est une délibération de 1995, qui traitait des embauches, des emplois de cabinet. Alors, concernant la vente de l'atoll Anuanuraro, c'est Oscar Temaru qui l'avait dénoncé en 2004. Cette vente, un atoll, on s'en rappelle, qui avait été acheté 35 millions dans les années 80 par l'homme d'affaires Robert Vann, qui l'a revendu 30 ans plus tard au pays et donc à Gaston Flosse 850 millions. Vous avez validé l'acquisition de ce bien, qui a donc été acheté 24 fois plus cher par le pays. Est-ce que là, il n'y avait pas clairement un arrangement entre amis, Gaston Tonsong? Non, d'ailleurs, le tribunal n'a rien trouvé à dire sur cette affaire. Tout le monde a été blanchi, y compris M. Flosse. Donc ça veut dire que vous avez été des mauvais négociateurs à l'époque? Non, je pense que c'était le prix du marché. Donc c'est vrai que les prix évoluent vite. Hein, et quand on pense qu'aujourd'hui, le même atoll rapporterait plus de 2 milliards au pays. Donc on a fait une bonne affaire. Mais ceci étant, on pourrait imaginer un centre d'études et de recherche pour les changements climatiques sur cet atoll. Voilà, donc on peut imaginer des tas de projets utiles pour la Polynésie et pourquoi pas pour la planète. Et puis, il y a eu une autre affaire, celle de l'ancienne villa de Wainé de Gaston Flosse, que vous avez rachetée en 2006 aux enchères à plusieurs et pour laquelle vous avez été placé en garde à vue. C'était en 2009. La justice vous a soupçonné d'avoir organisé une fausse vente avec Hubert Haddad juste pour que le bien reste entre les mains, bien sûr, de fidèles de Gaston Flosse, qui avait des dettes à cette époque. Depuis, est-ce que vous lui avez rendu cette villa ou vous l'avez gardée? Non, la société, elle a essayé. D'ailleurs, je ne suis pas du tout, j'ai aucune action dans cette SCI. Moi, j'étais l'initiateur de la création de cette SCI pour justement venir au secours de M. Flosse. En fait, l'idée, c'est de ça, c'est de ne pas avoir notre président à l'époque sali par une affaire, même privée, personnelle. On aurait aimé, parce qu'on tenait nos séminaires à Paréa, ou Wainé, c'est devenu un lieu important pour nous, pour le gouvernement, le parti. On a accueilli le roi Tupac IV dans ce village à l'époque. Donc c'est plus sentimental. Et les amis que j'avais avaient les moyens de racheter au prix de mise en vente de cette parcelle de terre. Donc elle est toujours à vous aujourd'hui? Ils sont toujours à la SCI. La justice a aussi condamné des propos racistes à votre rencontre. Lorsque vous étiez revenu au pouvoir en avril 2008, le syndicaliste Cyril Le Gaïc avait déclaré, entre autres, se faire diriger par un Asiatique fait peur. Le nouveau président est un Chinois et un Chinois ne pense qu'au patron, pas aux salariés. L'ex-patron de la CSIP avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque on vous a rapporté ces propos, vous qui êtes polynésien? Oui, alors je me sens plus polynésien que chinois d'ailleurs. Et depuis qu'on a démontré que les premiers Polynésiens sont venus d'Asie, donc quelque part, on est tous chinois quelque part. Donc c'est plus un problème pour moi, c'est vraiment un passé malheureux, conjoncturel. Et ça s'arrête là. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'Assemblée de Polynésie française pour la première fois. Édouard Fritsch a déclaré qu'il avait totalement confiance en vous, que vous étiez quelqu'un de fiable et que vous aviez bien travaillé pendant la campagne des territoriales. Il n'y a quasiment pas eu de discussion autour de votre candidature. Vous avez fait l'unanimité. On voit sur ces images le président qui vous remercie. On vous écoute juste après votre élection, le 17 mai dernier. De cette campagne et de ce nouveau mandat, c'est une grande famille réconciliée autour d'Édouard Fritsch. Donc pour vous, cette victoire du Tapura aux élections territoriales du 6 mai dernier est vraiment l'aboutissement d'un combat et le début d'une nouvelle histoire politique avec une famille recomposée. Vous voulez qu'elle raconte quoi, cette histoire, Gaston Tonsong? Il ne faut pas être défaitiste dans la vie, il faut toujours croire, espérer un jour à rassembler une famille politique d'hommes et de femmes
animé par la même volonté, c'est de donner son temps, son énergie pour ce pays que nous aimons tous. Maintenant que vous avez remporté ces élections, il va falloir tenir derrière. Est-ce que vous allez devoir encore composer avec les ministres ou certains ministres? C'est vrai, c'est très compliqué de tenir une majorité courte. C'est aussi très compliqué de tenir une forte majorité, parce qu'il y a une tendance effectivement à la revendication. Et je pense que c'est toujours rappelé à l'essentiel, nos réunions, à savoir que si nous avons été élus, c'est derrière un homme qui a été à l'œuvre de cette majorité, c'est M. Fritsch. Un homme à qui l'on reproche de ne pas prendre assez de décisions et de ne pas trancher. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est un homme non, c'est pas un défaut, c'est plutôt un avantage certain pour mener le pays, parce que quand on est... De vouloir le consensus? Voilà, quand on décide trop vite, on peut se tromper. Moi, je pense qu'il prend le temps de la décision, de la concertation. Il préfère effectivement qu'il y ait une entente à la base, qu'il y ait une conciliation à la base. Est-ce que ça n'empêche pas d'avancer aussi, de ne jamais trancher? Tout à fait, voilà. Et non, ça n'empêche pas d'avancer. La preuve, le pays affiche, tous les clignotants sont ouverts au niveau économique, social. Je pense que, bien sûr, il faut aller encore plus loin dans la création d'emplois, dans le social. Dernière question, M. Gaston-Tensang, il nous reste peu de temps. Le rôle du législatif est aussi et surtout, je dirais, de contrôler les orientations proposées par le gouvernement, l'exécutif. Puisque vous êtes du même bord politique, est-ce que vous assurerez quand même ce rôle? Oui, je vois plutôt ce rôle de contrôle dans la vérification de l'efficacité des décisions, des délibérations et des lois que nous votons. Je ne veux pas transformer l'Assemblée en contre-pouvoir de qui que ce soit. Ça, on imagine. Au contraire, on appuie et on soutient fort de la politique menée par le gouvernement. Très bien, il reste 6 secondes, Gaston Tensang. Le temps est écoulé, c'est maintenant l'heure du débat. On attend vos questions sur Facebook. Gaston Tensang, est-ce que vous êtes prêt à découvrir qui a accepté de venir débattre avec vous ce soir dans Sans Tabou? Oui. Alors c'est parti, on y va, suivez-moi. Place au débat ce soir. Je vais d'abord présenter ceux qui ont accepté d'être sur le plateau de Sans Tabou. Lana Tetuanui, bonsoir. Vous êtes sénatrice et vous serez l'alliée de Gaston Tensang, bien sûr, ce soir. Et à côté de vous, le président de Heura les Verts, Jackie Briand. Le secrétaire général de Heura les Verts, pardonnez-moi, Jackie Briand. Bonsoir, vous serez l'opposant du président de l'Assemblée et maire de Bora Bora pendant les débats ce soir. 2 thèmes de débat, donc je le disais tout à l'heure, on commence par parler tourisme avec ce premier thème, tourisme Bora Bora et Rangiroa. D'abord, ce sont les propos d'Edouard Fritsch lorsqu'il a été élu président de l'Assemblée, Lana Tetuanui, président du pays, pardon. Lana Tetuanui, le président Edouard Fritsch l'a donc annoncé dans son discours, il va s'intéresser en priorité aux aéroports de Bora Bora et de Rangiroa avant peut-être de se pencher sur le cas des Marquises. Et c'est le souhait donc de l'opposition de voir s'implanter un aéroport international dans l'archipel. Pourquoi c'est un bon choix, selon vous, de privilégier les destinations qui marchent déjà bien? Oui, bonsoir tout le monde. Je me permets de saluer l'ensemble de nos Polynésiens qui nous regardent ce soir et saluer le président de l'Assemblée. Je viens d'arriver de Paris pour venir sur ce plateau ce soir. On vous en remercie d'ailleurs. Je suis très contente d'être là ce soir. Je pense que l'annonce du président est assez cohérente avec ce qui se passe dans ce pays, parce que je tiens quand même à rappeler l'ensemble de nos Polynésiens qui nous regardent. La première industrie de ce pays qui apporte, qui génère de l'argent et qui ramène des recettes dans les caisses du pays, c'est le tourisme. Et quand on parle de tourisme, bien sûr, Bora Bora. C'est pas parce que c'est aux îles sous le vent, mais on n'a rien à cacher. Il y a une logique. Il y a une logique dans le développement de nos pays. Certains précurseurs voulaient, comme ils ont annoncé lors de la dernière campagne territoriale, que celui des Marquises
l'aéroport international des Marquises se fasse. Moi, nous avons hérité d'une situation, il faut peut-être remettre en état l'existant. Je prends par exemple l'aéroport de Ouapo où certains moments les avions ne peuvent pas déjà remettre en état l'existant avant de se lancer Mais si dans un grand projet international. Mais si on veut parler de développement du tourisme proprement dit, moi, il y a une logique, c'est Bolo-Bolo. Jacques Briand, vous avez milité pendant la campagne des élections territoriales, on s'en souvient, en faveur de la construction d'un aéroport international aux Marquises, qui faisait aussi partie de la liste des priorités du Tavini d'ailleurs. Ce n'est pas une priorité, selon Édouard Fritsch, vous pensez que ce n'est pas un bon raisonnement? Oui, Yorana, juste dire que je viens juste de chez moi, de Harou, et je ne viens pas de si loin que notre sénatrice. Oui, c'est une erreur de vision et la capacité aujourd'hui de notre gouvernement à se projeter dans le futur nous interpelle énormément. Il y a aujourd'hui deux positions qui est celle du conservatisme, on reste et on ronronne sur ce que l'on a. On va franchir un tout petit peu la barre des 200 000. Heureusement qu'il y a eu le low cost, qu'on a toujours soutenu comme étant un élément de réponse tout à fait pertinent, ce qui n'était pas le cas avec le directeur actuel de RTT Inouï. Donc, ces dispositions-là, et on est dans une confrontation de choix de société, on ronronne sur cette base de croire qu'en maintenant les aéroports que l'on a aujourd'hui, on va franchir la barre des 300 000 touristes. Il faut donc avoir un peu d'imagination, et cette imagination doit s'inscrire dans des faits. Il y a moins de 2 ans, il y a eu à Paris la COP 21, dans laquelle la réunion de l'ensemble des États du monde sont en train de porter un effet sur les changements climatiques et sur les risques avec l'augmentation du niveau de la mer. Le problème qui va être posé par l'aéroport, pas simplement de Bora, mais aussi de Faa, c'est la sûreté des infrastructures. La montée des eaux va poser un problème de sûreté, ça, justement, pas de sécurité. Ce qui signifie, et je finis là-dessus, Natacha, et je finis là-dessus. Donc il faut se projeter sur un aéroport qui est capable de nous assurer, en se servant des décisions qui ont été prises à la COP 21, en se rapprochant de l'Union européenne qui, aujourd'hui, est en train de réfléchir aux aides qu'elle peut apporter au pays dans la perspective. Et il faut considérer que cette perspective, c'est 20 ans, et 20 ans, c'est le temps nécessaire pour abonder un budget nécessaire pour pouvoir transférer l'aéroport de Faa sur les Marquises, entre autres. Gaston Tensang, vous avez entendu Jacques Briand. On a recensé en Polynésie près de 2 millions de passagers l'an dernier dans les 4 aéroports de Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa. Un trafic aérien en hausse de 4%. Cela veut dire que cela fonctionne bien et qu'il ne faut rien changer, comme dit Jacques Briand. Ça ronronne, on aime bien ça. Donc surtout, on n'essaie pas d'innover pour aller plus loin. Non, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. La Polynésie reste toujours un pays très éloigné par rapport aux pays émetteurs de clients, de touristes. Donc forcément, la barrière du billet d'avion reste toujours une réalité. Et effectivement, s'il y a des low cost qui viennent en Polynésie, ils ne s'appellent pas d'ailleurs des low cost, des smart cost. Un prix intelligent, voilà. Et smart cost. D'ailleurs, un nouveau terme. D'ailleurs, Air Tahiti aussi a ajusté ses prix. Air France, Air Tahiti Inouï, bon, c'est tant mieux. Moi, je pense que la Polynésie restera toujours une destination d'exception. Donc, on ne peut pas brader cette destination. Et il faut se préparer, effectivement, à accueillir des touristes de toutes catégories. Mais vous ne pensez pas qu'un aéroport international aux Marquises pourrait faire décoller les chiffres davantage? Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est dans une perspective de 50-100 ans. Et aujourd'hui, on peut déjà améliorer. La preuve, c'est que ça progresse. Et pourtant, on n'a pas fait de projet de construction d'hôtels en plus. Ça va venir bientôt. On est en train de réparer les anciens hôtels fermés par la crise. Et on a découvert à cet effet que seuls les hôtels 4 étoiles et plus ont résisté à la crise. Donc on ne va pas refaire des hôtels qui vont fermer à la première crise. Ça, c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il faut construire l'avenir avec des réalités et non pas avec des visions ou des rêves.
Voilà, donc notre président, il est tout à fait réaliste. Il a Jackie les pieds Briand, sur terre. les chiffres sont là. Je vous laisse répondre. Bora Bora attire chaque année entre 120 000 et 150 000 touristes sur les 200 000 qui visitent la Polynésie, soit 3 touristes sur 4. Vous comprenez peut-être que la perle du Pacifique doit être choyée, chouchoutée. Aujourd'hui, les touristes haut de gamme sont obligés de laisser leur jet privé à Tahiti et de prendre un vol régulier pour rejoindre Bora Bora, faute de place. Est-ce qu'il ne faut pas s'adapter à leurs exigences? Est-ce que ce n'est pas ça aussi, de faire une bonne politique qu'il faut touristique? répondre dans l'immédiat à ces petites niches. Ce sont des toutes petites niches. Regardez qui 150 000 va... touristes, c'est pas Oui, une petite regardez niche. qu'est-ce qui va à Tetiaro. Il n'y a pas de jet. Il n'y a pas de jet. Et il n'y aura jamais de jet à Tetiaro. Et pourtant, on a un hôtel aujourd'hui qui fait exactement la même chose que les grands hôtels de Bora Bora. Donc on est dans une considération, et c'est ce que je disais en tantôt, on se contente de l'aspect ouaté de ce que l'on a aujourd'hui et on ne veut pas faire l'effort d'aller au-delà. Je voudrais rester dans les chiffres. Combien y a-t-il de touristes à Rarotonga? 125 000. Exactement la même chose que le nombre de touristes à Bora Bora. Est-ce qu'ils ont 4-5 étoiles? Non. Est-ce qu'ils sont plus proches par rapport à ces pays émetteurs dont on disait tout à l'heure? Du tout. Ils sont à la même distance que nous. Qu'est-ce que les gens de Rarotonga font de plus, capables à eux tout seuls, sans ces grandes infrastructures coûteuses et qui coûtent beaucoup d'argent pour pouvoir avoir exactement le même nombre de touristes? Donc on est dans une comparaison qui n'a pas lieu. Lana Tétouan, oui. D'écouter Autant de Jackie. touristes à Rarotonga qu'à Oui, Bora ça me Bora. fait sourire d'écouter Jackie Briand ce soir. C'est bien beau de critiquer parce que je tiens quand même à rappeler que la Polynésie, nous sortons quand même de 10 ans d'instabilité créée par certains et qui a cassé, je dis bien, qui a cassé tous les outils. Puisqu'on parle du tourisme, nous venons à peine de remettre un peu la tête hors de l'eau aujourd'hui. J'étais ministre aussi sous le gouvernement Tongson en charge de l'emploi et j'ai assisté malheureusement à la fermeture de certains établissements touristiques dans notre pays. Aujourd'hui, nous commençons à remonter la pente parce que franchement, le projet de tourisme, le projet d'aéroport international aux Marquises, qui étaient les précurseurs? Qui avait donné cette idée-là, monter la tête des Polynésiens? Voilà un projet. Mais qui a été au pouvoir aujourd'hui? Je tiens à le dire quand même, à le dire ce soir quand même. Ceux qui étaient au pouvoir et qui avaient ce rêve-là, est-ce que ils l'ont pas fait? C'est trop facile aujourd'hui. Alors moi, je fais confiance au gouvernement actuel. Il faut que Bora Bora reste la Polynésie à travers Bora Bora reste le mythe. Je vais vous donner un exemple concret. Il faut qu'ils puissent poser leur jet privé, les milliardaires, à Bora Bora. Mais bien sûr, aujourd'hui, quand tous ces milliardaires viennent en lune de miel ou veulent venir passer 10 jours à Bora Bora, toutes les contraintes administratives, eux, ils veulent décoller de Los Angeles ou de n'importe quel aéroport des États-Unis et venir se poser directement à Bora Bora. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas encore. Et en plus, ça fait 30 ans, Gaston Tanson, que vous réclamez cet agrandissement de la piste pour les milliardaires. Il faut que ça se fasse à Bora Bora, absolument, cette amélioration de l'accueil pour les milliardaires. Voilà, je pense que je n'ai pas demandé l'allongement de la piste. À Bora Bora, il y a déjà 2 km d'assiette de longueur. On peut aujourd'hui accueillir... L'agrandissement du parking. Voilà, le parking par contre, c'est fait en partie. Et on peut dire 80% du jet privé, il y en a à peu près 150 par an, atterrissent directement à Bora Bora, grâce aux décisions qu'avait prises M. René Bidal, actuel au commissaire. L'État a beaucoup contribué à ce que cet aéroport puisse s'internationaliser, disons. Autant de touristes à Rarotonga, disait Jackie Briand, qu'à Bora Bora. Moi, je ne sais pas si Briand a été à Itutaki, moi j'en reviens. Donc j'ai passé une semaine à Itutaki pour signer un contrat de jumelage avec la ville d'Itutaki. Itutaki, c'est Bora Bora pour la Polynésie. Itutaki, c'est l'île touristique de Rarotonga, des îles Cook. Et je suis désolé, l'hôtel le plus sûr que j'ai trouvé là-bas, c'est l'hôtel Bora Bora, il y avait 30 ans.
le même niveau. Il n'y a pas d'eau au niveau de la population. Et même, le maire a même du mal à donner de l'eau pour les hôtels. Il faut des infrastructures pour l'environnement, on va en reparler d'ailleurs. À qui profite ce développement touristique si, quand bien même, il y a 120 000 touristes, mais le chiffre d'affaires généré par les touristes aux îles Cook, ça ne représente même pas le cas du chiffre d'affaires généré par les touristes en Polynésie. C'est grâce à ces infrastructures de qualité. Et encore une fois, quand quelqu'un est prêt à payer le niveau de billet d'avion, il veut quelque chose, aussi bien en pension de famille. Quand je dis de 5 étoiles, ce n'est pas uniquement des hôtels 5 étoiles. Il faudrait aussi inventer des catégories 5 étoiles au niveau de la pension de famille, au niveau de la petite hôtellerie. C'est de la qualité, c'est-à-dire qu'il faut tout monter vers le haut pour que ce visiteur pense que l'argent qu'il dépense pour payer son billet d'abord et son séjour en Polynésie mérite amplement ce qu'il a dépensé. Voilà. Jackie Briand, excusez-moi, le nombre de touristes, juste une question s'il vous plaît. Tous les jours. C'est pas la vérité de tous les jours, ce sont les chiffres de 2015. Jackie Briand, le nombre de touristes a augmenté l'an dernier en Polynésie française de plus de 3%, ça vous le savez. Est-ce que vous pensez, pour savoir si vous allez être plus positif sur cette question, c'est ce que j'ai compris en tout cas tout à l'heure, que l'arrivée de compagnies low cost comme French Bee vont amener du monde. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Mais bien sûr. C'est bien le gouvernement d'Edouard Fritsch qui l'a fait. Oui, mais c'est tant mieux qu'après tant d'années, on ait réussi à faire avancer ce dossier là-dessus. Toutes les grandes compagnies internationales, toutes sans aucune exception, ont ouvert des filiales low cost. Je découvre ce soir qu'il y a des smart... peut-être. Mais si RTT Nui ne s'aligne pas sur une disposition analogue à ces sociétés, ces compagnies qui viennent chez nous, elle va souffrir dans les prochains mois. La société va souffrir, RTT Nui va souffrir. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que Bora Bora est capable de continuer à tirer vers le haut? Au bout d'un moment, on va être à saturation. Quelle autre île de Polynésie est capable d'apporter et d'abonder avec une destination comme celle-là? Or, l'exemple de Tetiaroa est tout à fait l'exemple le plus atypique pour faire la démonstration que les marquises, qui seront à ce moment-là à moins de 4 heures du Hawaï, un peu moins de 8 heures du Japon, va être une destination qui est dans la même démarche que ceux qui ont investi à Tetiaroa, qui, hier, à Tetiaroa, avaient misé sur la réussite avec un tel niveau, à tel point que Obama est même venu à Tetiaroa pour y séjourner. Pas juste pour passer la journée, pour y séjourner. Donc, si nous sommes capables d'inventer, d'imaginer, de créer un pôle touristique autour des marquises, et cet aéroport doit être absolument positionné, il faudra du temps, pas 2 ans. Il ne faudra pas 2 ans, il faudra se positionner dans une vingtaine d'années. Les infrastructures, le budget, et ensuite englober l'ensemble de la communauté des marquises sur ce projet. Les marquises offrent la possibilité où on a aujourd'hui Gauguin, qui fait rêver des millions de gens. Brel, qui fait rêver des millions de gens. Les marquises, dans l'imaginaire des Européens... Il va falloir d'infrastructures quand même aux marquises. Mais bien sûr, et c'est ça la capacité de vision pour éviter le ronron qu'on est en train de vivre. Lana Tetuanui, votre avis justement sur l'arrivée de la concurrence French Bee, United Airlines en octobre. Est-ce que ces compagnies peuvent amener plus de monde et que ce monde-là pourrait aller davantage aux marquises et donc il faudrait ensuite développer encore cet archipel pour qu'il devienne une destination touristique? C'est clair, hein? Quand le prix d'avion coûte moins cher, c'est normal. Aussi bien dans le sens Polynésie vers d'autres pays ou d'autres pays vers la Polynésie. Par contre, le billet d'avion pour aller aux marquises, il coûte toujours aussi cher. C'est normal qu'il y aura du monde. Je suis tout à fait content pour ceux qui pourront voyager, mais il y a quand même un paradoxe. Nous sortons d'une campagne aux îles sous le vent. Puisque nous sommes aux îles sous le vent, nous-mêmes, résidents, nous avons eu beaucoup de mal à trouver de la place dans les logements, dans les petites pensions de famille, parce que, voilà, il y a du monde qui arrive, tout ça. Je pense que, puisque M. Briand parle beaucoup des marquises, internationaliser un aéroport aux marquises, finissons d'abord peut-être avec Bora Bora, parce que s'il faut aller sur celui de marquise, alors qu'on a un mythe, Tetiaroa, c'est le mythe, c'est normal. On parle de Marlon Brando, Obama est venu, tant mieux, on ne souhaite que beaucoup de réussite à cette unité. Mais moi, parlementaire aujourd'hui,
qu'est-ce que je dis? Il faut que la Polynésie reste et continue à garder le mythe Polynésie. Il ne faudra pas que les autres îles aux alentours. Regardez, il y a un projet. Par exemple, vous êtes d'accord avec ça, Jackie? Il y a un projet d'un grand d'un hôtel de 5 étoiles. Nous, on dit oui. La proximité de Bora Bora à côté, mais attention, il y a l'aspect culturel depuis le classement du marais Tapuatea à l'UNESCO. Les marquises, le processus aussi de classement à l'UNESCO est en cours pour les marquises. Il faut qu'on réussisse à garder cette authenticité d'abord pour vendre la destination. Exactement. Est-ce qu'on a assez de chambres d'hôtes? Vous mettiez le doigt sur ce problème, Gaston Tensang, de chambres dans les pensions de famille pour loger tout le monde, d'hôtels. Vous l'avez dit, à Bora Bora, il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé, qui n'ont pas réouvert depuis, notamment le Club Med. C'est un gros gâchis sur place. Le Novotel, l'hôtel Bora. Est-ce qu'on va avoir assez de nuitées à proposer aux nouveaux touristes qui arrivent? Selon le PDG d'Air Tahiti Nui, c'est pas sûr. Voilà, donc je pense qu'actuellement, les 700 chambres d'hôtel qui ont résisté à la crise permettent d'accueillir pas plus de 120, 130 000, 140, 150 000 touristes par an. On ne peut pas aller au-delà. Les hôtels sont remplis pratiquement à 90%. Un taux de remplissage à 100%, ça donc c'est le village tahitien absolument pour respirer, pour donner de l'air au secteur. Le village polynésien de Punavia a besoin de relais dans les îles. Effectivement, il faut qu'on retrouve les 300 chambres perdues dans la crise. Et moi, j'espère fortement que les hôtels fermés ouvriront dans 2-3 ans. Est-ce que ça veut dire que les investisseurs ne font plus vraiment confiance au pays et n'ont plus envie d'investir ici dans le secteur? Alors, pourquoi ça n'a pas réouvert dans ce cas? Non, c'est les propriétaires actuels cherchent des bureaux d'études, un architecte qui convient parfaitement à leur concept de projet. J'ai vu des esquisses passer, mais je commence à croire quand je verrai les permis de construire. Moi, j'y crois. Je pense qu'effectivement, on va retrouver ces 1000 chambres d'ici 3-4 ans. Et ce qu'on avait, il y avait en 2008. Et ça permet effectivement d'augmenter encore la capacité d'accueil. Et ça viendra peut-être au rendez-vous avec la construction du village polynésien à Punavia, c'est tant mieux. Mais il n'y a pas que Bora. Moi, je pense qu'on peut aussi imaginer un développement à Rongiroa, Fakarava, aux Marquises. Avec un aéroport. Non, avec des hôtels 5 étoiles, tu n'as pas besoin de construire des aéroports. Des jets privés peuvent se poser aux Marquises aujourd'hui. Mais construisant des hôtels, on fait un peu les choses à l'envers. On construit une piste et on attend ce qu'on va développer autour. Non, il faut imaginer un projet global. Un piste, c'est 20 milliards aux Marquises. Donc il faudrait justifier cette piste par des projets qui, autour de celui de Nukua ou autour de 100, 200 milliards. Voilà. Il faut imaginer plutôt un projet de développement pour justifier l'aéroport. On ne va pas construire un aéroport de 25 milliards et voir venir les projets économiques. Voilà, ça doit faire partie d'un tout. Prendre le problème dans l'autre sens, en fait. Donc, il faut d'abord construire des hôtels aux Marquises et ensuite développer... Il faut qu'on arrête de tordre le cou. Ils sont d'accord sur l'aéroport international, mais ils essayent d'habiller pour faire croire qu'on ne peut pas. Comment Bora s'est développé? Vous pensez qu'on a construit d'abord tous les grands hôtels avant qu'il y ait un aéroport? Du tout. L'aéroport est un élément essentiel pour emmener. La seconde chose, on oublie que la Ranui, aujourd'hui, dessert les Marquises. C'est plein tout le temps. J'essaie de convaincre ceux qui nous regardent ce soir que la faisabilité d'un projet de ce niveau-là, bien sûr que le coût de l'aéroport, il faut l'inscrire dans la durée. Il faut avoir des partenaires. Et je compte sur nos représentants à l'Assemblée nationale pour répercuter. Il y a ce fonds vert qui a été mis en place après COP21. Il faut aller chercher des financements fondés sur l'idée que la survie de l'aéroport de Fa'a, mais c'est le cas de Bora Bora, c'est le cas de toutes les pistes qui sont à 50 cm au-dessus du niveau de l'eau. Au bout d'un moment, la problématique de la sûreté de ces infrastructures, aucune compagnie ne voudra faire atterrir un gros porteur. Ils ne voudront pas. Donc il faut anticiper sur ce mouvement-là. Et c'est ça qui manque dans le débat. Je voulais quand même saisir Dernier mot, Lana Tétoigneux, avant de donner la parole à Gaston Tensang pour conclure. Ce qui vient d'être dit pour ce thème-là, par M. Briand, comme il a pris le cas de la Ranui,
je viens, comment dirais-je, d'accueillir un collègue sénateur qui est venu passer 3 semaines ici en Polynésie avec son épouse et qui a fait justement la fameuse croisière sur la Ranui. Sur la Ranui. Ils n'ont pas voulu faire avec le Gauguin, ils ont voulu faire exactement avec la Ranui. Il revient enchanté, bien sûr, et il me dit, tu sais Lana, la beauté des îles Marquises, il faut absolument que vous gardiez cette authenticité-là. Alors, on parle d'aéroport international. Je dis oui, mais est-ce qu'on a les infrastructures? Vous croyez que, admettons, un Airbus A340 arrive... Se pose à Nukuhiva. Il faudrait peut-être, vous croyez que les touristes vont aller, il faudrait peut-être un hôpital, préparer en amont tout un projet de société. Alors, je suis d'accord avec le président de l'Assemblée, Tavanam Bourbrok, quand il dit qu'on fait un peu les choses à l'envers. C'est une lubie. Gaston Tonsong, vous flirtez toute l'année avec le secteur touristique à Bora Bora, c'est un secteur que vous connaissez bien. Pour terminer ce premier débat ce soir, dites-nous quelle doit être aujourd'hui la priorité du gouvernement pour développer le secteur du tourisme. On a compris que ce ne serait pas l'aéroport international en Marquise, en tout cas. Non, ça certainement. Moi, je pense qu'il faut... on oublie souvent les communes dans ce schéma de développement touristique de la Polynésie française. Ce que je peux dire, c'est que si j'avais pas pu régler mon eau potable à Bora, il n'y aurait pas eu ce développement touristique qu'on connaît aujourd'hui. Très bonne transition. Il faut aider les communes à se doter d'un réseau d'eau potable. C'est ce que j'ai dit aux maires de Tutaki, ils n'ont même pas d'eau courante dans les maisons. Et c'est inconcevable. Justement, on va enchaîner tout de suite avec, puisque le temps du premier débat est écoulé, on enchaîne avec le deuxième débat ce soir choisi par vous, Gaston Tonsong. Nous allons donc parler environnement, un thème qui vous est cher, environnement, la dernière des priorités, deuxième débat ce soir. Pourquoi on peut légitimement s'interroger sur la place que tient l'environnement dans la politique du gouvernement et des communes? Eh bien parce qu'en 2017, seules 6 communes sur 48, vous le savez, offrent de l'eau potable à leurs administrés. Cela ne fait pas beaucoup. Gaston Tonsong, vous avez été élu président du SPC. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en matière d'environnement en Polynésie, ou qui n'a pas fonctionné? Bon, la prise de conscience que l'eau est d'abord l'élément de base à développer, le service public à réaliser. On peut venir en aide à sa population avant même de parler d'économie, parce que l'eau potable, c'est d'abord une question de santé publique. Bon, c'est vrai que mon expérience sur Bora m'a démontré que s'il n'y avait pas cette eau, il n'y aurait pas eu ce développement aussi important, aussi fort. Et c'est tellement durable, parce que ça fait 30 ans qu'on a l'eau potable à Bora. Alors, c'est ce qui s'est passé pendant ma présidence du SPC. Beaucoup de communes ont pu accéder à un service de qualité d'eau potable. Mais il y a peu de communes qui fournissent de l'eau potable en Polynésie. Il y a certaines communes qui avaient de l'eau potable il y a 15 ans et qui ne l'ont plus aujourd'hui. Parce que bon, l'eau potable, c'est bien de l'avoir, mais il faut l'avoir dans la durée et pour longtemps. C'est aussi ça le développement durable. Et ça demande une politique, effectivement, de maintenance, d'entretien, d'extension des réseaux. Et puis vous avez fait appel au privé aussi, Gaston Tonsong. Jacques Briand, l'environnement est une question à laquelle vous vous intéressez de près. Évidemment, à Bora Bora, Gaston Tonsong, je le disais, a signé avec le privé pour gérer la distribution d'eau potable. Cela marche bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les autres communes prennent Bora Bora en exemple pour l'eau potable? Alors, la première observation, c'est que c'est une obligation de toutes les communes. Oui, mais enfin, ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est une obligation de toutes les communes. Ça a été reporté, vous le savez, donc c'est pour l'eau potable en 2024. Le bilan que vous faites, que vous rapportez là, il n'y a pas beaucoup de communes, il n'y a pas de communes. Il faut donc se poser les vraies questions. Est-ce que l'obligation qui est faite aux communes aujourd'hui par rapport à cette eau potable a eu une efficacité sur le nombre d'années où, depuis que la loi a été introduite, les gens arrivent à avoir de l'eau potable? Donc il faut se remettre en cause sur cette opération. La seconde observation, c'est que lorsque vous privatisez, et c'est le cas pratiquement de toutes ces communes, je ne sais pas si dans les 5 communes qui sont là que vous montrez, il n'y en a pas une qui a privatisé. Faut-il nécessairement privatiser pour qu'on ait de l'eau potable à distribuer à nos populations? Donc c'est un choix
Apparemment, ça fonctionne bien quand, oui, quand c'est le privé je ne qui gère. conteste pas, mais lorsque vous payez, j'habite Bora-Bora, je paye 8 000 francs de l'eau et de l'eau usée tous les 2 mois. Je peux me permettre, mais ça a un coût. Donc les autres communes aujourd'hui qui s'interrogent sur ces coûts qu'ils vont facturer à leur population, lorsque vous avez le plein emploi dans la commune, lorsque la commune peut se permettre, à ces conditions-là, on y arrive. Et donc, les communes que vous citez, ce sont des communes qui ont des recettes complètement autonomes. L'expérience qui a été faite à Toumara me semble beaucoup plus intéressante. Ça s'appelle le cash power, qui a été mis pour l'électricité. Et donc, il faut réfléchir à une démarche qui n'est pas nécessairement de privatiser, mais de passer par un autre type, de manière à ce que tout un chacun d'entre nous, nous puissions accéder à cette eau potable, mais que ça soit une démarche dans laquelle la responsabilité de l'eau doit être assumée par le consommateur. Et ça s'appelle le cash power. Justement, Lana Tetuanui, le Code général des collectivités territoriales, vous connaissez bien, prévoit que les communes distribuent de l'eau potable et traitent leurs déchets en 2024 et qu'elles traitent leurs eaux usées en 2020. Est-ce qu'elles seront prêtes, ces communes ? On a du mal à y croire. Ou bien est-ce qu'il faudra que vous vous battiez pour que la date soit encore reportée ? Tout en restant pragmatique, pour être très concrète, je dis que non. Mais je tiens quand même à saluer la volonté des élus communaux de toutes les communes de la Polynésie. De vouloir accéder à ce... Oui, malgré les contraintes financières et tout ce qui gravite autour, moi je salue la volonté de tous nos maires de pouvoir donner, parce que diriger une commune, parce que quand on est à l'extérieur, c'est facile aussi de critiquer, mais une fois que tu tiens les manettes d'une commune, je vous assure que c'est pas chose facile. Aujourd'hui, il faut arrêter de tenir ces discours-là. Ça coûte combien? Parce que il suffit que d'aller expliquer aux gens. L'eau, bien sûr, parce que c'était les discours de certains. L'eau, ça appartient, c'est la nature, c'est le bon Dieu. Oui, je dis oui. Mais pour pouvoir amener l'eau potable, et non plus comme à l'époque, il y a 40 ans, il fallait aller chercher de l'eau avec du seau pour amener à la maison. Aujourd'hui, ça a un coût, tout ça, pour pouvoir amener l'eau dans les foyers. Ça a un coût. L'entretien, comme dit Tamana Bora-Bora, avoir l'eau potable dans sa commune, oui, mais il faut savoir maintenir après la potabilité de l'eau. Et encore, une contrainte. Les îles hautes, ceux qui ont des ressources en eau, moi, je sais que les élus font beaucoup d'efforts, mais prenons le cas de nos communes aux îles de Tuamotu. Vous croyez que moi, je tourne beaucoup dans les communes. Et c'est un souci pour nos Tamana de pouvoir respecter cette exigence du CGCT. Justement, on va en parler avec Gaston Tensang. Oui, là, je vais en finir pour prendre justement l'exemple de Bora-Bora. Avec quels moyens? Les moyens de la commune à travers des emprunts, et puis moyens du pays à travers la DDC. Par contre, là où je salue l'initiative qui a été prise par le Tamana de Bora-Bora, il avait déjà anticipé à pouvoir mettre des privés dans le financement de ces projets-là. Et c'est que depuis 2 ans où on a... moi-même, j'y ai participé à ce qu'on introduise dans la loi la possibilité aujourd'hui qu'on puisse donner aux communes, mais légalement, de pouvoir constituer des SPL pour pouvoir justement financer il y a l'eau potable et il y a aussi les CET. On va écouter Gaston Tensang là-dessus sur cette question du CET qui est très très importante aussi, surtout pour les îles éloignées. Il n'y a qu'à Tahiti, à Bora-Bora et à Tubuai qu'il y a un CET, donc un centre d'enfouissement technique. Quelle est la solution pour Rangiroa, par exemple, et les autres atolls des Tuamotu qui n'ont pas de CET et qui détruisent leur environnement et leurs lagons? Est-ce que cela pourrait se faire comme à Bora-Bora dans les îles éloignées, comme les Tuamotu? Donc, il faut effectivement beaucoup de terrain et si possible, assez éloigné de la lentille d'eau ou du niveau de la mer. Donc, à Rangiroa, il faut effectivement imaginer d'autres solutions que le CET. Je pense que le CET, c'est d'abord bien trier en amont pour séparer les déchets et mettre les déchets dans des casiers qui leur conviennent.
Donc il faut imaginer d'autres solutions. Moi je pense que les progrès avancent très vite dans ce domaine des recherches. Il y a des sociétés qui développent d'autres projets de méthanisation, de traitement à la chaux vive des déchets pour rendre propre, sec et exporter, pourquoi pas incinérer. Bon, je pense que c'est la valorisation des déchets qui est derrière. Mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas le faire pour les petites collectivités. Donc il faudrait, effectivement, je parcours la France à chaque congrès des maires, à la recherche des solutions adaptées aux petites communes. Et on anticipe d'ailleurs le CET de Bora, bon, on a du terrain encore, mais je me donne 15, 20 ans, 30 ans. Il faudrait, d'ici là, trouver la bonne solution. Jacques Briand, c'est encore Bora Bora qui arrive en tête. On va passer de l'eau potable aux déchets et maintenant à la qualité des eaux de baignade, aussi importante que les deux autres questions qui arrivent en tête. Donc je le disais, c'est Bora Bora s'agissant de la qualité des eaux de baignade. Malgré le nombre d'hôtels qu'il y a sur place, cela fait presque 20 ans que Bora Bora a le pavillon bleu, qui est un vrai passeport en matière d'eau de baignade de qualité. Est-ce que vous pensez que la gestion de l'environnement à Bora Bora est correcte? Oui. Juste une petite observation. Oui, non Si, attends. Juste une petite Vous avez observation. dit oui. Attends. Juste une petite observation par rapport à la critique de Lana qui disait tout à l'heure quand on est dedans et quand ceux qui sont dehors. C'est comme si j'avais pas le droit de m'exprimer quand je suis dehors, en dehors de toute participation à un gouvernement. Il a Jacques Briand que la critique dans ce pays est trop facile. Donc si elle était vraiment, on a l'habitude de les écouter. Donc si elle était aussi. vraiment malheureuse au titre de ses mandats, elle ne se présenterait pas, elle ne se serait pas présentée aux dernières élections. Voilà pour la petite parenthèse. Pour revenir sur la situation. Pour revenir sur la... Quelle dernière élection? J'ai été élu légitimement. Je ne sais pas de quoi M. Jacques Briand donc, si elle était vraiment malheureuse, elle ne se présenterait pas au titre de ses mandats. Moi, je me suis présenté à différents mandats. J'ai été élu, et fier de l'être, élu communal, je sais de quoi je parle, élu au Parlement aujourd'hui, je sais de quoi je parle, et élu brillamment lors des dernières élections, n'en déplaise à mon voisin de droite, mais c'est comme ça. Donc, et je répète, concluez très rapidement parce que là on a vraiment... La critique, c'est trop facile. Oui, on a donc vraiment je disais débordé. que c'est pas parce qu'elle est élue qu'elle est malheureuse. Pour revenir, la situation de Bora Bora sur la qualité de l'eau, les chiffres sont là et c'est très bien que ça soit comme ça. C'est toujours la même démarche que celle que j'avais tout à l'heure. On se contente de ce pavillon bleu. Ce qui est bien. Qui a un bon passeport. Oui, mais quand vous sortez au-delà de sa zone d'influence, personne ne sait de quoi on parle. Le pavillon bleu, il est inconnu au-delà de la zone pour laquelle elle a une intervention à l'ANSO. La question qui se pose pour nous à Bora Bora, pourquoi les gens viennent à Bora Bora à cause de son lagon? L'ambition, c'est de dire il faut inscrire le lagon de Bora Bora sur le patrimoine de l'UNESCO. Là, on va basculer à un autre niveau d'imagination, de vision et de capacité. Aujourd'hui, les gens ne viennent à Bora Bora pas pour notre route, pas pour la qualité de la structure dans laquelle nos populations habitent, ils ne viennent que pour une chose. Donc, inscrire dans une démarche qui est celle de dire on va inscrire dans le cadre d'une réflexion sur, au-delà du pavillon bleu, il faut aller de l'avant. Le lagon de Bora Bora au patrimoine de l'UNESCO, peut-être un jour. Merci pour cette conclusion et cette ouverture. Le débat est terminé. Je vais remercier nos deux invités surprises d'y avoir participé. Nous, on continue avec l'interview des 5 dernières minutes. C'est maintenant et c'est parti. Gaston Sansang, c'est l'heure d'en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes né à Bora Bora, vous avez fait votre scolarité au collège Lamennais, vos parents se sont séparés, vous avez grandi avec un beau-père à l'époque, ce n'était pas fréquent, cela a changé aujourd'hui. Que diriez-vous de ces enfants qui grandissent sans leurs deux parents à la maison? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Chaque enfant est porteur d'une chance de vivre dans un environnement qu'il n'a pas voulu, qu'il a été imposé par la vie des uns et des autres. Moi, je pense
Nous sommes là pour donner un maximum de chance à cet enfant, aussi bien par l'éducation propre de la famille, par l'éducation donnée par la politique, et accompagner ces enfants plus tard pour qu'ils mènent une vie de responsable. Voilà, donc les familles composées, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Je me demande d'ailleurs s'ils ne sont pas majoritaires. Et l'essentiel, c'est que les enfants puissent s'entendre entre eux, hein, et les parents avec les enfants qui ne sont pas les siennes. Voilà, on peut quand même former une famille, selon vous, et ça ne vous a pas traumatisé? Tout à fait. Après votre bac, vous partez en France pendant 8 ans, d'abord dans les classes de mathématiques supérieures au lycée Montaigne de Bordeaux, et puis vous obtenez le titre d'ingénieur à l'école des hautes études industrielles de Lille, en section construction génie civil. Pourquoi cette branche? Alors, moi, j'ai rêvé d'être pilote de ligne. Hein. Après Maths Sup à Bordeaux, j'ai passé un concours à l'ENAC. Bon, j'ai pas réussi, vous voyez. D'où votre obsession des jets privés, peut-être. Peut-être. J'ai passé le concours pour intégrer l'école d'ingénieurs de Lille, HEI. Et bon, ça s'est bien passé. Je suis sorti parmi les majors de cette promotion, qui m'a valu d'ailleurs ma place, qui m'a permis d'intégrer une école de spécialisation à Paris, le CHEBAP, le Centre des hautes études du béton armé et précontraint. Voilà, donc après ça, bon, service militaire, retour au Fénois, et vous connaissez la suite maintenant. Et voilà, donc c'est à l'époque, les parents vous poussaient à passer le bac. Et après le bac, mes parents m'ont dit, ça suffit, il faut aller travailler. Et ce sont mes professeurs du collège, je tiens à remercier, je pense qu'ils me regardent ce soir. Qui vous ont bien orienté et orienté voilà, le frère vers Théophane, mon professeur de maths en terminale C à l'époque, c'est lui qui m'a poussé, encouragé à aller plus loin. Et voilà, donc je suis revenu au Fénois avec un diplôme d'ingénieur. Vous vouliez rentrer chez vous. Aujourd'hui, vous avez 68 ans, vous avez 2 filles et 4 petits-enfants. Votre femme dit de vous que vous mettez l'humain au centre de toutes vos décisions. Est-ce que c'est le secret de votre popularité? Quels sont C'est l'humain, mais c'est surtout l'amour qu'on a pour l'humain. Je pense que c'est ça le plus important. Et l'amour qu'on a pour son île, et qui vous a vu naître. Donc, c'est vrai que ma femme me dit souvent qu'il faut savoir donner à sa terre. On n'est pas là pour prendre. Il faut des fois savoir donner à la terre qui vous a vu naître, qui vous a porté. Et c'est très fort, effectivement, comme sens. Et c'est mon message aussi que je lance chaque année au 14 juillet, dans la cérémonie du 14 juillet, quand je vois tous ces investisseurs venir sur l'île, je dis, bon, c'est bien. Il faut développer votre activité, mais il faut savoir aussi donner à cette île. On va être un peu plus léger une minute. Buffles, c'est votre signe chinois. La constance et la fidélité sont les marques de fabrique des buffles. Leur principal atout est leur capacité à travailler de manière organisée, à atteindre leur but envers et contre tous. Et vous croyez à l'astrologie chinoise ou pas? Ah, quand même, je finis par croire maintenant, parce que c'est avec du recul, parce que quand on est... On a une définition, on a des signes, mais ce qui se justifie tout au long de sa vie. Je crois qu'effectivement, à 68 ans, on peut amener quelques bilans, mais je pense que la vie ne se termine pas là. Il faut continuer à se battre pour ses convictions, pour les autres. Vous avez appris la religion protestante lorsque vous étiez enfant, avant de devenir catholique en entrant à l'Amné. C'était une obligation à l'époque. Que vous apporte cette croyance en Dieu au quotidien? C'est toute la justification de mes réussites. Je pense que seul l'homme ne peut rien faire aussi bien, combien même il est ingénieur, il est très intelligent, il est fort, puissant, plein d'argent. Et il y a un verset biblique qui dit que si on construit sans la foi, ben on construit pour rien. On va vous voir en footballeur. Vous êtes tout jeune sur cette photo, vous avez 13 ans. Est-ce que vous avez toujours aimé le sport jusqu'à aujourd'hui, Gaston Tensang? Ah oui, j'ai joué dans l'équipe de football du Collège Lamennais. On a gagné plusieurs fois la compétition. J'ai joué dans Excelsior plus tard. Et j'ai joué aussi dans une équipe en France, dans une petite équipe en France, dans le nord de la France. Donc j'ai un sport que j'aime bien pratiquer. Mais au retour de mes études, ma passion, c'est plutôt la pêche. Oui, justement, vous avez pratiqué longtemps la plongée sous-marine. Très jeune, on vous voit sur cette photo avec un Napoléon. Vous avez 20 ans et vous aviez 20 ans. Je ne sais pas si aujourd'hui vous continuez à faire de la plongée sous-marine parce que c'est un sport assez dangereux. Et on vous voit aussi sur une
une autre photo avec Boris Leontief. Alors, c'était la grande époque, j'imagine. Oui, tout à la fait. belle époque. La preuve, on pêchait ensemble. Et on était ingénieurs, on est sortis des écoles d'ingénieurs pratiquement la même année. On s'est rencontrés à l'équipement. Il y avait une petite bande de copains. Il y a James Salmon aussi qui était avec nous, le fils Rowan. Voilà, donc ça fait une équipe. Et j'en garde un très bon souvenir de ces moments-là. Et il n'y a pas le métier, enfin, on rayonnait dans toute la Polynésie pour construire des quais et des routes et des ports, avec Boris Leontief d'ailleurs. Et on a fait des parties de pêche magnifiques à Bora, même à Montpetit, je me souviens très très bien. Justement, on vient de vous voir ici avec des touristes et leurs guides. Vous étiez en vedette, bien sûr. On vous voit on vous a vu soulever un requin. Qu'est-ce que vous préférez à Bora Bora? Ce sera ma dernière question. Si vous deviez faire la promotion de l'île de Bora Bora, vous devez vendre cette destination, vous diriez quoi de votre île? C'est une île qui nous a été donnée, un vrai bijou par le créateur. Et notre rôle ici, c'est de la préserver, de l'entretenir, de la rendre encore plus belle et plus propre. Effectivement, c'est mon rêve, ça vient petit à petit. Voilà, venez à Bora Bora, vous serez accueillis comme si vous faites partie de cette grande famille. Je pense que c'est ce qui ressemble les touristes, c'est le côté humain, le sourire des gens qui est naturel, qui reste naturel. Il faut que ça reste naturel encore. Et c'est ça qui est important, c'est l'île et toute cette population qui vit du tourisme et qui ont compris maintenant ce que les touristes lui apportent. Voilà, donc rendre à la terre ce qu'elle mérite. C'est maintenant l'heure de faire découvrir aux téléspectateurs votre définition de la politique. Vous allez pouvoir signer le livre d'or de Sans Tabou. Pendant ce temps, avec courage et volonté, nous défendons votre vision, notre vision. Voilà ce que vous avez écrit, mais notre engagement n'a aucun sens si nous ne sommes pas portés par la foi. Merci beaucoup, Gaston Tensant. Vous comptez désormais parmi ceux qui ont fait Sans Tabou. Merci à tous ceux et celles qui ont participé au bon déroulement de l'émission. Ce soir, prochain numéro à la rentrée. Passez une excellente soirée.